Le numérique est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. Cyberattaques, désinformation en ligne, toute puissance des géants d'Internet, tout montre aujourd'hui que le numérique n'est plus seulement un champ d'innovation technologique, mais qu'il est devenu un territoire d'affrontement politique et géopolitique entre les États. On en parle dans cet épisode interview de Monde Numérique du 19 novembre 2022 avec Asma Mala, enseignante à Sciences Po Paris et à l'École Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Bonjour Asma Mala. Bonjour. En quoi le numérique est-il politique aujourd'hui ? Le numérique, ou plutôt la technologie, est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel outil ou un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. C'est autour de ça que se cristallisent un certain nombre de combats, de guerres, de courses technologiques notamment, et surtout une course hégémonique qu'on voit apparaître et qui est en train de vraiment prendre une puissance assez extraordinaire entre la Chine et les États-Unis. Cristallisée récemment autour des semi-conducteurs, mais pas que. La conquête spatiale, les questions de cloud, la question de la donnée, de la data, etc. Et c'est en ça que la technologie fondamentale, elle est vectrice d'une vision du monde et d'une idéologie. Et c'est en ça que est en train de se jouer cette compétition stratégique en fait entre Chine et États-Unis. Et toute la question derrière pour nous, Europe, c'est de se dire quelle est notre place ? C'est-à-dire que Internet aujourd'hui n'est plus uni, il est bipolarisé. Il est multipolarisé. Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle le splinternet. Alors le splinternet, il n'y a pas de consensus sur sa définition encore tout à fait claire. Il y a en tout cas beaucoup de réflexions, de batailles sémantiques et même en réalité opérationnelles. À partir de quand commence ce splinternet ? Quand est-ce que ça se termine ? Sur quelle couche du cyberespace il se joue, etc. En gros, ce qu'on entend par le splinternet, c'est la fragmentation. Alors, ne surtout pas dire balkanisation, ça ferait du mal au Balkan, mais la fragmentation de l'Internet global et dans son utopie, dans son projet initial, en autant finalement de blocs idéologiques. Et du coup, quand on reprend les trois grandes couches de façon très macro du cyberespace, la couche infrastructures solides, les infras, les data centers, les satellites, les câbles sous-marins, la couche vraiment des systèmes d'information et des protocoles, et enfin la couche, disons, sémantique et applicative, on voit apparaître de façon plus ou moins forte, plus ou moins profonde, une fragmentation. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est la Chine, qui a vraiment développé pratiquement un Internet sous un format d'intranet dès la fin des années 90 derrière son firewall, et avec son propre écosystème, et les fameux BATX, mais pas que. Les géants numériques chinois. Les géants numériques chinois, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils ont été en odeur de sainteté pendant très longtemps, et là, les relations commencent à être un tout petit peu plus compliquées. Le PCC essaye de les remettre vraiment au pas, et avec tout un tas d'instruments, qu'ils soient juridiques, la disparition de Jack Ma. La disparition de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. L'arme aussi juridique, les sanctions, les amendes qui ont été infligées aux BATX sont assez importantes. Et puis, ils font, en ce moment en tout cas, ils font pousser une nouvelle génération de ce qu'ils appellent, eux, les Little Giants, qui sont censés être ces startups disruptives qui vont vraiment se positionner sur les secteurs stratégiques de la tech, l'IA, le quantique, le cyber, par exemple. Pour les prochaines générations, et notamment pour les usages, parce que vous savez que la technologie est duale, essentiellement pour les usages militaires. Et ce qui explique aussi la compétition et aujourd'hui même une forme de guerre technologique, entre guillemets, entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont très aujourd'hui inquiets de ça et sont en train de mettre en place tout un tas de stratégies de coercition pour isoler et bloquer le développement de la Chine. Mais donc, je reviens sur mon splinternet. Donc, vous avez ce bloc chinois qui est relativement autonome, pas tout à fait, mais relativement. La Russie, qui a des velléités, alors avec moins de succès. Les fameuses fermatrolles, etc. Il y a une exploitation très offensive des technologies. Très offensive, et surtout, la Russie a été un des premiers pays, en tout cas en Europe, à avoir compris le concept de souveraineté. Oui. Alors eux, c'est même la souveraineté informationnelle, c'est-à-dire que c'est un projet idéologique très clair et politique très clair. Très vite, en fait, dès le début des années 2000 et surtout au retour de Poutine à partir de 2012, ils ont compris que pour garder sous cloche
l'opinion publique, la population russe. L'information était absolument clé, et pour garder le contrôle de l'information, il fallait avoir le contrôle de leur cyberespace. Et donc, assez vite, ils ont mis en place des lois, une série de lois sur la souveraineté technologique, donc informationnelle. La souveraineté informationnelle, c'est un terme de Poutine, hein, donc c'est à prendre, on peut le réutiliser, moi je trouve que c'est un très bon concept, mais il faut le replacer dans son contexte. Et donc, ils ont développé typiquement le RUNET. Alors, le RUNET, c'est la dernière couche du cyberespace, c'est la couche un peu applicative. Sur les couches basses et les infrastructures, disons, solides de l'économie numérique et intermédiaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire le réseau est un peu plus complexe. Et donc, ils font tout un tas de test and learn, de tests, de reprise de contrôle du réseau. C'est en cours. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Mais en tout cas, l'objectif est bien d'avoir cet espace ou cette sphère informationnelle sous contrôle. L'Iran aussi a une stratégie disons, de découplage technologique et numérique. Et puis enfin, nous, le camp occidental. Et le camp occidental, ça ne veut rien dire. Il y a les États-Unis qui sont la première puissance mondiale. Et puis encore une fois, l'Europe qui n'en est visiblement qu'un enjeu. On n'est plus tellement sujet de notre fameuse troisième voie, qui n'est que théorique et discursive, mais on est devenu l'enjeu au même titre que l'Afrique, en fait. On est des zones à conquérir et à exploiter. Je me demande même si elles ne sont pas déjà relativement conquises, en fait. Asma Mallah, ces affrontements dans le champ numérique nous amènent inévitablement à quelque chose qui est aujourd'hui une réalité, qu'on appelle la cyberguerre. Oui, alors, cyberguerre, pardon de faire un tout petit peu ma tatillonne, mais il y a pareil un énorme débat sur la cyberguerre. Est-ce que c'est pertinent d'avoir cette terminologie ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, la guerre, c'est juste la guerre. C'est une guerre tout court avec des morts à la fin. En revanche, le cyber, donc la guerre cyber et non pas la cyberguerre, la guerre cyber, ou en tout cas le cyber, apporte une 5e dimension à la guerre conventionnelle, en complément et en accompagnement de la guerre conventionnelle. De quelle manière? C'est-à-dire que vous allez avoir des opérations terrain, et c'est celles qui aujourd'hui, on le voit dans le cas de la guerre d'Ukraine, qui restent prépondérantes. Les opérations les plus importantes sont les opérations de terrain, avec des chars, des fusils, des morts, des prisonniers, des zones occupées, etc. Ça reste la prédominance de la guerre au sens le plus traditionnel et classique du terme. Le cyber va vous amener une 5e dimension, au même titre que terre, mer, air, espace, et donc la 5e dimension, c'est le cyber. Dans le cyber, alors, quand on dit cyber, il vaut mieux, on pourrait simplement disons, s'enfermer sur la question des cyberattaques. Je pense qu'il faut élargir le champ. Et donc, on revient à la question de... Le cyberespace, ce sont les fameuses 3 couches. Et donc, sur les 3 couches se joue aussi la guerre. Sur la couche de l'infrastructure, c'est jouer la question des câbles sous-marins. Est-ce que les Russes vont couper ou pas? C'est jouer la question du bombardement de data centers. Ils ont pu le faire. Se joue la question des satellites, et notamment Starlink. Et on retrouve Musk dans notre histoire, dans la guerre d'Ukraine. Et typiquement, la semaine dernière, vous avez le ministère des Affaires étrangères russe qui a sorti un communiqué disant qu'il ne comprenait pas que dans le cas d'une guerre militaire de haute intensité classique, des satellites civils soient utilisés comme armes de guerre ou d'accompagnement. Et donc, ne s'interdisait pas la possibilité d'attaquer Starlink, entre autres. Ils n'ont pas nominativement désigné Starlink, mais on comprend qu'il s'agit de Starlink. Donc, vous avez... Donc, la guerre se joue d'abord dans le champ cyber sur la couche infra. Sur la couche des protocoles et des systèmes d'information, là, vous avez les très classiques cyberattaques sur lesquelles, aujourd'hui, on a encore assez peu de recul sur pourquoi on n'a pas eu ce grand chaos, cette fameuse cyberguerre que tout le monde attendait tant, où on croyait vraiment que la guerre d'Ukraine, en février dernier, allait être vraiment le laboratoire, l'espèce de point culminant avec des cyberattaques absolument extraordinaires. Alors, il y en a eu, mais des petites choses. C'était plutôt des petites choses. Alors, pourquoi? Et pourquoi? Il y a un certain nombre d'hypothèses qui circulent. Est-ce que c'est parce que l'armée ukrainienne a été suffisamment aidée et suffisamment résiliente? Parce qu'en fait, l'Ukraine fait l'objet d'attaques et de cyberattaques de la part de la Russie depuis 2014, en réalité, ou même encore avant. Et donc, est-ce qu'ils ont développé une force? En fait, ils arrivent à se défendre, quoi. Une défense, absolument, avec l'aide des Américains,
le Cyber Command d'une part, et Microsoft a aussi pas mal aidé. Le fameux rapport Microsoft qui est assez polémique, mais en tout cas qui a le mérite d'exister, qui explique et qui fait l'état des lieux des cyberattaques et de comment Microsoft a aidé le gouvernement ukrainien à répondre et à éviter et à monitorer ces cyberattaques. Donc, le champ des cyberattaques, ça peut être la résilience ukrainienne avec l'aide des Occidentaux et des Américains en particulier. Ça peut être la difficulté pour la Russie, mais qu'on retrouve dans tout un tas d'autres pays comme Israël, comme les États-Unis, d'intégrer le réflexe cyber dans la chaîne de commandement militaire classique. Ça peut être aussi une hypothèse. On n'est peut-être pas encore assez mûr sur l'arme cyber, vraiment, en temps de guerre. Et puis la troisième possibilité, c'est tout simplement que on a peut-être surestimé les forces russes, tout simplement. À voir. Et ça, c'est le recul et c'est le temps qui va nous le dire. Quand il y a eu les attaques de Stuxnet en Iran fomentées par les États-Unis, on a fini par avoir le fin mot de l'histoire 2 ans plus tard. Donc, c'était pas la même époque. C'était une autre époque. C'était une autre époque, mais je pense malgré tout... On était au virus introduit par les clés USB, etc. C'est vrai. Mais les secrets sont arrivés vraiment au fur et à mesure et réellement, on a fini vraiment par comprendre tout ce qui s'était passé vraiment longtemps plus tard. Donc, on verra quelle est l'hypothèse prédominante. Et puis enfin, je termine, la guerre informationnelle ou la lutte informationnelle sur la couche des réseaux sociaux, des applicatifs, la dernière couche du cyberespace. Ce qui relève presque du soft power, enfin de l'influence. De l'ingérence pure, et de l'influence pure. Là, je renvoie vers les excellents travaux de l'IRSEM qui ont sorti 2 rapports, mais vraiment à lire parce qu'ils sont passionnants, notamment sur les stratégies de désinformation russes, où ils expliquent vraiment, mais par le menu, comment est-ce que la Russie, mais aussi les groupes para-étatiques autour du Kremlin, ou même pas directement affiliés au Kremlin, organisent de façon très industrielle la désinformation et les campagnes d'ingérence. Et alors, les fameuses fermatrolles. C'est pas que ça. Les fermatrolles ne sont qu'une étape, ça c'est fondamental par contre, ne sont qu'une étape d'une stratégie de désinformation. Une stratégie de désinformation, c'est une stratégie qui est pensée d'un point de vue politique. Vous comprenez l'environnement socio-économique de votre cible. Une stratégie de désinformation en Afrique n'aura pas du tout la même tête, le même format qu'en France, qu'aux États-Unis. Bien sûr. Vous comprenez le contexte. 2, vous construisez le narratif. Le narratif que vous allez injecter, ou les narratifs que vous allez injecter. L'idée derrière, et l'enjeu derrière, c'est bien de semer la confusion, de déstabiliser, et même parfois d'encourager 2 camps contraires, l'idée étant de brutaliser et de polariser. La question n'est pas du tout la vérité, la question n'est pas du tout de vendre le modèle russe ou chinois, parce que les Chinois s'y mettent aussi maintenant, sur le modèle russe d'ailleurs, mais juste de taper sur les failles d'une société donnée pour la déstabiliser. Ensuite, vous allez avoir les modalités de viralité inauthentique, les fermatrolles, l'astroturfing, les faux comptes, les commentaires qui sont complètement phagocytés, etc. Et là, vous allez retrouver Prigojine avec le fameux... Prigojine, j'explique un peu qui c'est. Prigojine, c'est un proche de Poutine, qui est le patron notamment de Wagner, qui est la milice russe, les mercenaires, le groupe de mercenaires russes qu'on retrouve en Afrique, mais aujourd'hui beaucoup en Ukraine, et qui est aussi le patron de l'IRA, de l'Internet Research Agency, qui est une des plus grosses fermatrolles, donc para-étatiques, para-Kremlin. C'est pas lui qu'on appelle le boulanger ou le cuisinier. Le cuisinier de Poutine. Oui, parce qu'au départ, il faisait des hot dogs, en effet. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Prigojine, aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance dans la politique et dans l'entourage proche de Poutine, d'une part. Et d'autre part, au moment c'est assez marrant parce que, une espèce de momentum, au moment où il y a eu l'annonce du rachat de Musk, de Twitter par Musk, quelques jours plus tard, vous avez Prigojine qui a expliqué très tranquillement et très sans aucun problème qu'en effet, oui, l'IRA et lui-même avaient bien organisé les campagnes d'ingérence russes en 2016, au moment de la campagne présidentielle de 2016. Ouais. Donc là, on fait plus semblant. On passe de la cyberguerre froide à la cyberguerre chaude, quoi.
À la cyberguerre, je m'en fous. À la cyberguerre, j'assume. À la cyberguerre, les masques, en fait, vraiment. Ouais. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'on ne va plus faire semblant, là. Hein, donc, on le fait et c'est assumé. Donc, voilà un peu les champs de la guerre dans le cyber. Donc, les 3 strates que vous décrivez sur cette... et interdépendantes, hein, on peut les combiner. Et dernière chose, quand même, sur la désinformation, ce sont des stratégies, 1, à bas coût, et 2, qui se font sur le temps long. Ceux qui racontent que c'est du désordre informationnel ou le chaos informationnel, non, le chaos informationnel, ce n'est que la conséquence voulue et volontaire et intentionnelle d'une stratégie pensée. Et en fait, quand on voit des grands scandales, les pseudo-révélations, les Macron Leaks, qui étaient aussi potentiellement, probablement attribuables, non pas attribués, mais attribuables, il y a toute la question de l'attribution aux Russes. Là, vous avez, c'est des campagnes en fait qui travaillent plutôt la société sur le temps long. Elles infiltrent. Et elles infiltrent au fur et à mesure jusqu'à devenir organiques. C'est-à-dire que les narratifs russes sont aujourd'hui portés de façon native par des leaders d'opinion d'extrême gauche, d'extrême droite, et tout ça, et comme si c'était leur propre discours, leur propre vision du monde. Ça s'imprègne. Et c'est là où c'est très pernicieux. Question bête, qui est le plus fort dans l'histoire ? Qui a le leadership aujourd'hui, d'après vous ? Tout dépend de ce dont on parle. Sur les questions cyber, les États-Unis sont très bons. L'Israël se débrouille très, très, très bien. Les logiciels espions, c'est fondamental et c'est impressionnant parce que ça raconte aussi d'autres choses du système qui est en train de se mettre en place et de ce qu'est l'État. Et de ce que doit être l'État, parce que c'est ça la question fondamentale derrière, c'est qu'est-ce que ces géants technologiques, par toute leur multiplicité et ambivalence de rôle, racontent non pas d'eux-mêmes, mais de l'État, de ce qu'est l'État. Monde numérique. Asma Malin. Alors parlons de Twitter et de Musk, parce qu'évidemment, inévitablement, on en vient là. Finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que l'arrivée d'Elon Musk chez Twitter, ça participe de ce mouvement-là. C'est une vraie ligne qui va s'imposer. Musk, il fait de la politique en rachetant Twitter. Il fait beaucoup plus que de la politique, il fait de la métapolitique, il fait de l'idéologie, il fait beaucoup de choses à la fois. On n'arrive pas trop à le situer, c'est sûr, mais il y a des connexions avec Trump, il y a des connexions avec Peter Thiel. Oui, c'est fondamental ce point-là, parce que ça retape la question, ou ça remet en fait la question idéologique de ces géants technologiques. Peter Thiel, c'est un exemple qui est très très intéressant parce que déjà avec Musk, ils étaient ensemble au sein de PayPal. Ouais. Ils s'aimaient beaucoup, puis ils se sont détestés beaucoup. Et c'est un peu les frères ennemis, mais donc ils fascinés l'un par l'autre. Peter Thiel a une idéologie qui est très claire et qui est écrite. Il a écrit des livres qui expliquent son idéologie, qui est libertarienne au sens premier du terme, c'est-à-dire anti-État. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que, y compris Palantir, qui est l'une des sociétés de Peter Thiel. À l'État comme client principal, si ce n'est comme financier majeur. Exactement. Donc c'est assez marrant de se dire, l'État, c'est un peu un de leurs pourvoyeurs, disons, de fonds. Mais en même temps, sur les dimensions, disons, économiques et sociales, l'État est perçu comme un mastodonte qui est très bureaucratique, qui est un frein à l'innovation, qui est un frein au progrès, qui est un frein à la connaissance, en fait. Et à la science. Du coup, c'est un peu leur idéologie, mais serinée, alimentée par tous les ouvrages de Ayn Rand, qui était un peu cette autrice ou auteure américaine libertarienne qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur exactement ça, mais qui confine à une espèce de vision très totalisante de l'économie, d'une part, et derrière, aujourd'hui, de la technologie. Donc, il y a un sujet autour de ça. Et puis, ils sont très conservateurs sur la question des mœurs. Donc, en fait, ils sont très proches de l'alt-right sur la question des mœurs, des droits sociaux des uns et des autres. Ça, voilà. Donc, il y a cette ambivalence, cette ambiguïté-là. Et Peter Thiel, le problème, c'est qu'il a une vision, lui, assez apocalyptique du monde, et plutôt très technocentrée, avec une technologie totale. Est-ce que Peter Thiel, qui aujourd'hui ne s'est pas tellement exprimé sur la question Twitter et Musk, a beaucoup encouragé Musk au rachat de Twitter, ou en tout cas tourne autour de cette idée pour faire de Twitter un espace de promotion, vraiment, mais de promotion des idées de l'alt-right. C'est une possibilité. On n'en a pas la preuve, mais c'est une possibilité. Est-ce que Musk a juste cette vision très libérale de la démocratie comme étant un marché à idées, d'où naîtrait un débat sain et propre ?
factuellement, c'est impossible. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont par nature antidémocratiques, par le fait qu'ils algorithmisent, qu'ils remontent tel ou tel contenu plutôt que d'autres, qui ne nous donnent pas une liberté d'accès à tous les contenus. Mais est-ce que c'est Musk tout seul qui a cette vision juste politique et idéologique, la sienne propre des choses ? Est-ce qu'à un moment donné, tout ça va converger vers un projet commun? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais il est en train de se passer quelque chose d'un point de vue idéologique au niveau de la Silicon Valley et de ces big tech, et qui sont plutôt côté Trump, voire en fait, ils dépassent Trump lui-même dans le projet de technologie totale, avec des enjeux de surveillance de masse derrière, avec des enjeux de manipulation cognitive derrière qui sont majeurs et massifs. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est une vraie inquiétude. Mais c'est un tableau complètement noir et dramatique que vous dressez là. Oui, mais parce que il peut l'être si on reste dans une position victimaire. Ouais, mais c'est pas, dans un rejet. Mais est-ce que c'est pas aussi une réaction ? Alors une réaction contre plusieurs phénomènes. D'abord la Chine qui développe aussi peut-être encore plus que vous. Enfin, ils sont allés encore plus loin dans ce domaine. Et puis même sur la scène purement américaine, Musk a laissé entendre qu'il s'était d'une certaine manière radicalisé parce que la gauche américaine, c'est quand même fourvoyé, ou en tout cas est parti dans une direction qui radicalise du côté de l'autre bord, en fait. En fait, il y a plusieurs choses. Un, c'est l'avenir de Twitter. Est-ce que Musk va réussir à en faire quelque chose, comme il l'a présenté, c'est-à-dire en faire un réseau social, vraiment de vraie liberté d'expression, avec une modération qui tient la route, selon sa vision, qu'elle soit payante ou pas, avec des modèles économiques, adossés à un certain modèle économique ou pas, on verra. Ou est-ce qu'en fait, il va juste emmener Twitter dans le mur? Ça, c'est une première question, mais qui va être fondamentale à savoir et à suivre. Parce que si il réussit son pari avec Twitter, ce qui n'est pas impossible, c'est pas impossible qu'il réussisse. C'est exactement ce qu'il a fait avec Tesla. Stratégie du chaos, état de sidération généralisé où personne n'a compris ce qui se passait, brutalisation, ce que j'appelle le techno-darwinisme, c'est vraiment les plus forts qui résistent chez lui, mais à la fin ça a quand même fonctionné, donc, et avec une vision très claire, et technologue, lui-même s'auto-baptise technologue, donc avec une vision très techno du sujet, mais il y est arrivé. Donc est-ce qu'il va réussir avec Twitter, avec sa vision quand même de la fameuse X-App, qu'il a commencé à présenter. La version ultime de Twitter qui servira à tout, exactement, un peu à la sur WeChat. le modèle de WeChat. Ouais. Exactement. Mais accolé à ces Starlink, c'est-à-dire que potentiellement, il met en place un système de surveillance de masse qui est extraordinaire. Et donc se pose la question derrière, et qu'il faut absolument avoir en tête. Donc la question qui va se poser derrière, c'est pas Musk. La question qui va se poser derrière, c'est pas Peter Thiel. La question qui se pose fondamentalement aux États-Unis, c'est qu'est-ce que va faire l'État américain ? Et donc est-ce que ces géants technologiques qui sont dans un certain nombre de champs, notamment SpaceX de Musk par exemple, leur extension, une espèce de continuum dans la stratégie de puissance et de souveraineté américaine, est-ce qu'à un moment donné, ils vont mettre le haut là ou pas ? Ça va être la question fondamentale. La question fondamentale, c'est la question de la réaction de l'État américain face à ça. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont mettre un stop et garder ça sous contrôle ? Je crois que ça va être l'hypothèse. Ou est-ce qu'on va avoir deux libertariens avec des empires technologiques qui vont prendre le contrôle des États-Unis ? À court terme, j'y crois moins, mais on verra. Pourquoi est-ce qu'il a racheté Twitter, selon vous ? Si on en croit ce qu'il dit, pour des raisons idéologiques. Mais qu'est-ce que j'entends par idéologique ? C'est pas à la Peter Thiel, c'est plutôt de dire il a une vision maximaliste de la liberté d'expression qu'il veut préserver. Et donc pour lui, Twitter, ce serait son terrain d'expérimentation de cette vision-là. Une sorte de laboratoire. Laboratoire, et avec cette vision chevillée au corps de je vais sauver l'humanité, je vais sauver le peuple. C'est quand même très très populiste de dire ça, mais au sens premier du terme, au sens politique du terme. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est très intéressant aussi dans l'économie et dans la tech, c'est que c'est toujours un triptyque. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, je crois. En tout cas, c'est ce que je raconte toujours à mes étudiants. Et qui est absolument indissociable. Les trois angles sont indissociables les uns des autres. Vous avez le modèle idéologique qui préempte et qui contrôle et qui détermine le modèle économique, qui lui-même détermine le modèle technologique, et ainsi de suite, dans une espèce de cercle qui est sans fin, de boucle de rétroaction sans fin. Donc, souvent on pose la question, mais est-ce qu'il fait ça pour l'argent ou pour des enjeux ? Non, c'est les deux à la fois. Et son modèle idéologique détermine son modèle économique, parce que pour qu'il y ait zéro modération, il faut bien qu'il y ait des barrières à l'entrée à son réseau social.
pour une espèce de nettoyage un peu naturel du réseau. Alors 7,99 €, c'est dissuasif pour strictement personne, ni pour Prigojine, ni pour QAnon. Mais c'est son idée en tout cas. Et puis, ce modèle-là détermine donc vos fonctionnalités technologiques, votre stack techno et toute la brique technologique qui va avec. Et l'Europe Silence évocateur. L'Europe... Alors, pour ne pas dresser un tableau trop pessimiste, 2019 arrive Thierry Breton à la tête de la Commission européenne. Je la fais dans ce sens, parce que sinon on va se tirer une balle. Donc on va essayer d'être le plus neutre possible. 2019 arrive Thierry Breton à la tête, enfin pas à la tête, au sein plus exactement de la Commission européenne. Et là, il se passe un vrai virage doctrinal en Europe. Vraiment. C'est-à-dire qu'on prend conscience, et puis après va arriver très très vite aussi la crise Covid, etc. On prend conscience de nos faiblesses et de l'enjeu de la souveraineté, notamment technologique, mais pas que. Vous allez avoir les mêmes prises de conscience dans l'énergie, l'alimentaire, enfin l'agroalimentaire, etc. Donc dans le domaine technologique, il y a une prise de conscience. Ce que, en fait, Emmanuel Macron va appeler l'autonomie stratégique à juste titre. C'est plus juste de parler d'autonomie stratégique que de souveraineté. Donc, à partir de là, vous avez une prise de conscience et un certain nombre de choses qui sont prises, de décisions qui sont prises. Thierry Breton a plutôt brillé par une formule, enfin, moi, ce que j'appelle la souveraineté normative défensive. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de géant technologique, quand vous n'avez pas réussi à développer votre DARPA européenne, quand vous n'avez pas réussi à développer votre Airbus européen et votre je ne sais quoi... vous faites des règlements. On fait de la norme. Mais, attention, c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que si on reprend le DSA et le DMA, qui sont un peu les deux textes fondateurs, avec aussi un peu le Data Governance Act sur d'autres sujets et sur d'autres enjeux, quand vous n'avez pas vos champions, quand vous n'avez pas vos géants, quand vous n'avez pas votre infra, qu'est-ce que vous faites ? Vous territorialisez celle des autres. Et c'est en ça que c'est très important ce qui se passe avec ces textes-là. C'est-à-dire que dans la théorie, dans la façon dont, dans leur philosophie, on va dire, ils territorialisent les big tech américains. Et en ce sens, c'est important parce qu'ils sont obligés de respecter nos normes, nos règles, donc nos valeurs. Ce n'est pas négligeable. On fait souvent du bashing de la norme, le droit, ça. En réalité, c'est fondamental. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que sans politique industrielle technologique pensée, réfléchie, qui soit fine, on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas débloquer 5 milliards sur du cloud ou même 50 milliards sur du semi-conducteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si ce n'est pas fléché, si on n'a pas compris l'état des lieux des filières, si on n'a pas compris nos forces, nos faiblesses, et où est-ce qu'il faut qu'on tape de façon vraiment très concentrée. En plus, dans un moment où on est plutôt exsangue, enfin, en tout cas, on ne peut pas se permettre de dilapider les deniers publics. Donc, il y a un vrai enjeu sur la politique industrielle. Celle-ci est encore un peu en difficulté. Et c'est en ce sens que la souveraineté, disons, normative, entre guillemets, est importante. Donc, on est sur la bonne voie. On est sur un damage control. On contrôle les dégâts. Twitter et Musk en sont un parangon. Enfin, c'est un peu le parangon, c'est un peu l'exemple parfait. Musk, en fait, c'est le stress test de Thierry Breton. C'est très simple. C'est-à-dire que le DSA va être mis à l'épreuve par Musk et par Twitter. Le problème du DSA, juste pour terminer sur nos dilemmes, domestiques, exactement, c'est qu'on a des textes qui sont plutôt très bons, en l'occurrence, en tout cas en ce qui me concerne, je les trouve très très bons, DSA et DMA, assez complets, ils avancent assez loin. Ils vont pas jusqu'au bout du raisonnement, mais ils avancent assez loin dans la question du contrôle et de la responsabilisation et de la redevabilité des plateformes. Maintenant, Thierry Breton a vraiment peur, je crois. Il est vraiment flippé de ce qui est en train de se passer. Pas parce que Musk, mais parce que je crois que la crainte, c'est celle-ci. C'est que les textes ne soient pas assez opérationnalisables ou opérationnalisés le moment venu pour qu'on puisse endiguer les effets et les dérives potentielles de ce qui risque de nous arriver. Qu'est-ce qui risque de nous arriver ? Ce qu'on a vu apparaître au moment du rachat de Twitter, c'est une explosion des groupes et des commentaires et des comptes conspirationnistes, de la fachosphère, transphobes, racistes, etc. Oui, il y a eu un boom au début. Est-ce que véritablement c'est un phénomène qui va s'installer ? Potentiellement, parce que Musk, d'une part, envoie le signal.
Il a envoyé un signal. Musk, il a envoyé le signal que liberté d'expression maximaliste, donc c'est open bar en fait. Ce qui est d'ailleurs une erreur. Musk fait une erreur conceptuelle, volontairement sans doute, mais une erreur conceptuelle entre liberté d'expression, qui normalement est encadrée par des lois, c'est notre, en tout cas, acception à nous en Europe et en France, et puis la foire d'empoigne, c'est pas du tout la même chose, où tout est permis, donc le pire est le meilleur, mais donc potentiellement aussi le pire, la violence, la brutalité, le harcèlement, le cyberharcèlement, etc. C'est pas exactement ça, hein, la liberté. Mais en même temps, il dit que Twitter se pliera aux lois. Ça veut dire que, non, là où le cyberharcèlement est interdit, il sera interdit sur Twitter. Le DSA en Europe s'applique. Voilà. Donc Twitter devra, en théorie, évidemment, répondre de ça. La question, et j'y reviens, c'est est-ce que nous, on a les moyens de faire respecter nos lois. Exactement. Et donc, l'autre question, c'est évidemment, mais c'est très bateau à dire, la question de la résilience, de l'éducation, de tous et de chacun. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner les outils aux gens, à nous tous, non pas de ne pas s'exprimer, mais de savoir naviguer en eau trouble. Là, les pays nordiques sont très bons. Le Canada, ils sont pas mal du tout. Nous, on commence, on a des choses qui sont faites, mais elles sont encore éparses, elles sont pas tellement coordonnées. Et puis, il va falloir muscler la chose, quoi. Merci. Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à l'École Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Merci beaucoup.